Bonjour à toutes et tous, je me présente Steve Martin, je suis responsable de projet de prévention chez Harmonie Mutuelle et c'est avec un très grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure environ sur le thème l'alimentation, l'allié santé de la vie des femmes. Alors cette conférence s'inscrit dans le cadre du nouveau programme national de la santé des femmes proposé par Harmonie Mutuelle et qui a été lancé le 13 mars dernier avec une table ronde sur les inégalités de genre en santé. Si vous n'avez pas pu y assister, vous pourrez retrouver le replay. Ce programme est exclusivement réservé aux adhérents d'Harmonie Mutuelle, femmes ou hommes. Nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Et il a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives de santé des femmes, comprendre son corps, son rythme biologique, ou optimiser son sommeil, et également des thématiques sur les pathologies féminines, l'endométriose par exemple, et le prochain sur les maladies cardiovasculaires. Alors pour cette édition 2024, c'est 11 webinaires qui ont été programmés. Nous vous proposons différentes thématiques, animés systématiquement par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur notre site Harmonie Prévention. Des fiches conseils en lien avec la thématique sont téléchargeables depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Profitez-en sur ce webinaire. Nous avons été généreux. Et pour le bon déroulement de cette séance, vos micros, vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Et si vous avez des questions à poser, je vous invite également à les inscrire dans l'onglet questions. Nous y répondons. Coach en nutrition, santé durable, avec qui nous allons passer 1 heure. Nous accueillons Géraldine Aignon, à qui nous allons laisser la parole. Eric, aussi également, notre partenaire accueilli et animateur, sera avec nous. Eric, Géraldine, c'est à vous. Merci Steve. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir. Vous l'aurez compris, on va parler donc d'alimentation aujourd'hui, par rapport notamment donc à la vie des femmes et aux différentes phases que traversent les femmes au travers de leur vie. On l'a vu lors du premier atelier, puberté, âge adulte, préménopause, ménopause, grossesse aussi. Et on voit que toutes ces phases ont un impact, engendrent des changements hormonaux. Et ces changements ont un impact sur la santé au sens large. Donc, on va regarder aujourd'hui comment est-ce que l'alimentation peut contrecarrer, apporter des bienfaits et apaiser, je vais dire, tous ces effets plus ou moins désagréables de ces différentes phases. Et donc, pour cela, on accueille aujourd'hui Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour Eric, bonjour à tous. Voilà, alors en 2 mots, Géraldine, donc tu as fait des études d'ingénieur agronome. Et après avoir travaillé dans l'agroalimentaire, tu t'es intéressé plutôt à la nutrition. Tu t'es formé à l'Institut SIN, qui est un institut spécialisé en nutrition santé et développé par le docteur Olivier Coudron. Voilà, tout à fait. Je me suis formée donc auprès du docteur Olivier Coudron pour maîtriser en fait scientifiquement l'impact de nos aliments quotidiens et de notre mode de vie sur notre santé physique et mentale. Alors pour cet atelier, parce que la nutrition évidemment c'est un champ très très vaste de connaissances, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc on a décidé de faire un focus sur le régime crétois, qui est un régime, qu'est-ce qu'on peut dire alors sur le régime crétois si on entend parler. Bon, c'est un régime, donc moi en tant qu'homme, ça me donne pas trop envie. J'ai le sentiment que je vais pas vraiment passer un bon moment entre guillemets, mais je crois qu'on va justement montrer le contraire. Exactement, puisque en fait on parle de diète méditerranéenne crétoise, mais je te rassure Eric, le mot diète vient en fait du grec diata, qui signifie mode de vie. Donc c'est pas juste un simple modèle alimentaire qui est établi dans le bassin méditerranéen depuis des millénaires, mais c'est vraiment tout un mode de vie qui inclut aussi les relations sociales, les repas collectifs et l'activité physique régulière. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de littérature. Hein. C'est un régime qui a fait l'objet de beaucoup d'études et d'écrits, en fait. Exactement, et c'est même cette diète méditerranéenne crétoise est même reconnue. Elle est inscrite maintenant au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est vraiment un modèle alimentaire de bénéfices santé. Donc effectivement, c'est toute la communauté scientifique, comme tu le disais Eric, qui le dit. Il y a plus de 3000 articles scientifiques qui ont été écrits sur ce sujet depuis au moins 30 ans. Donc elle a vraiment des grands bénéfices et une action d'ailleurs préventive qui est vraiment prouvée. Elle permet en fait de réduire notamment les maladies cardiovasculaires. Et je rappelle que c'est la première cause de mortalité chez les femmes, notamment parce que ces risques de maladies cardiovasculaires augmentent au moment de la ménopause, mais aussi parce que l'impact du tabac et du diabète est plus important en fait sur ces maladies chez les femmes que chez les hommes.
Elle va prévenir aussi les risques de certains cancers, notamment les cancers du sein, les risques de maladies métaboliques, les risques aussi de déclin cognitif et donc de maladies neurodégénératives, et aussi les risques finalement de dépression. Là, c'est une méta-analyse très récente qui est sortie et qui montre que les gens qui ont adopté ce modèle alimentaire diminuent de 33% leur risque de dépression. Ah oui, c'est substantiel. Voilà, donc c'est vraiment un modèle alimentaire et tout un mode de vie qui est bénéfique pour la santé en général, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes dont on va parler. Et il permet aussi de limiter la prise de poids, donc ça a son intérêt. Alors, c'est vraiment un modèle qui est facile à adopter par chacune d'entre vous qui nous écoutez, mais qui sera bien sûr à adapter en fonction des profils de chacune. Je pense par exemple à certaines qui auraient des intolérances au gluten ou des intolérances au lactose ou des problèmes avec certains glucides qu'on appelle les FODMAP, ou évidemment les femmes enceintes aussi, qui ont des restrictions bien particulières. Alors à ce moment-là, il faudra évidemment adapter tout ce dont on va parler. Très bien. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans la spécificité, enfin, tu l'as évoqué à l'instant, mais c'est vrai que chacune et chacun d'entre nous avons des spécificités nutritionnelles, on va dire. Donc, on ne peut pas les aborder aujourd'hui, vous l'aurez compris, mais on va essayer de rester dans les grandes lignes, les lignes générales, les principes généraux à respecter. Alors justement, pour structurer cet atelier, on est parti de la pyramide alimentaire qui est liée à ce régime crétois, qui apparaît maintenant à l'écran, et qui vous donne en fait les trois parties qu'on va aborder. La première, donc, d'une alimentation quotidienne. Qu'est-ce qu'il faut manger au jour le jour, tous les jours? Et donc, vous verrez que c'est la base de cette pyramide. Puis en deuxième partie, on verra qu'est-ce qu'il faut manger de temps en temps pendant la semaine, au cours de la semaine, mais pas spécifiquement tous les jours. Et puis, troisième partie, tout en haut de la pyramide, ce qu'il faut éviter ou manger de temps en temps, occasionnellement. On verra qu'on peut quand même se faire plaisir. Mais on se fera plaisir tout au long de ces étapes. Alors, tout de suite, en première partie, donc, concrètement, donc, ce régime crétois, dans son assiette, qu'est-ce que ça donne, Géraldine? Alors, la base de la pyramide, c'est vraiment beaucoup de végétaux dans l'assiette et en grande quantité. Ce sont eux qui sont dominants. Végétaux. Alors là, le terme végétaux, pour moi, c'est un peu vague. Enfin, je pense jardin, jardinage peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est le point de vue d'un homme qui… J'espère que tu as un potager dans ton jardin. J'y compte bien. Voilà, parce qu'on va vraiment d'abord parler des légumes. Ouais. C'est avant tout, voilà, la première chose à mettre dans son assiette, c'est beaucoup de légumes. On va parler d'abord de légumes frais, de saison, de proximité, variés et surtout colorés. En fait, le plus coloré possible. Plus vous mettez de couleurs dans votre assiette, plus vous allez apporter des polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est des toutes petites molécules végétales qui sont justement responsables de la couleur de nos légumes et de nos fruits et qui ont vraiment des grandes propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. Donc, elles sont vraiment très intéressantes et elles agissent en synergie les unes avec les autres. Donc, c'est important de mélanger les couleurs. Voilà, donc essayez d'avoir au moins 3 couleurs par jour dans votre assiette. Donc voilà, beaucoup de légumes, aussi bien crus que cuits, mais en tout cas au moins la moitié dans l'assiette au déjeuner et au dîner. On parle d'ailleurs un peu de l'assiette arc-en-ciel quelque part. Voilà, exactement. Ouais. Alors, les fruits aussi vont nous apporter ces couleurs. Donc, pensez à avoir au moins un fruit par jour pour bénéficier aussi de ces polyphénols. Et justement, là, les fruits d'été arrivent, donc ils sont très colorés. Je pense notamment aux myrtilles qui ont un fort pouvoir antioxydant. Mais n'hésitez pas tout au long de l'année même à varier. On a plein de sortes de pommes et de variétés de pommes en France. Donc voilà, même quand c'est l'hiver, on peut essayer quand même de varier ces fruits pour avoir le maximum de couleurs possibles dans notre assiette. Alors évidemment, vous le savez, ces fruits et légumes, ils sont très riches aussi en vitamines. Et ça, c'est aussi très important pour notre santé. On va avoir des vitamines, on va retrouver des vitamines, notamment la vitamine A qu'on peut retrouver dans les courges, dans les carottes, la vitamine C qu'on va évidemment avoir dans le poivron, les agrumes, les fraises. Je crois qu'on a une slide d'ailleurs qui apparaît maintenant. Qui apparaît normalement, super. La vitamine E qu'on va retrouver dans les épinards, dans le chou. Donc ça, c'est des vitamines antioxydantes. On va aussi retrouver des vitamines du groupe B et notamment une vitamine très importante qui est la vitamine B9 qu'on appelle aussi les folates et qu'on retrouve dans tous les légumes à feuilles vertes. Donc, c'est les épinards, la salade,
les blettes, la mâche, le cresson. Et c'est une vitamine très importante, notamment en période de croissance et de grossesse, parce qu'elle assure le bon déroulement du cycle et de l'ovulation. Donc, pour bien préparer sa grossesse et pour toutes les femmes qui sont en début de grossesse, cet apport en folate est très important pour le bon développement du fœtus. Peut-être que certaines d'entre vous, d'ailleurs, en apportent en complément alimentaire, voilà, si vous êtes dans cette période de préconception. Très bien. C'est aussi une vitamine majeure du cerveau. Oui. On retrouve aussi la vitamine K, notamment dans les brocolis, les épinards, très utile aussi pendant la grossesse et au moment de la ménopause pour lutter contre l'ostéoporose. Très bien. Alors, on a vu donc l'intérêt des fruits et des légumes pour l'apport vitaminique ou l'apport en vitamines. On vous pose d'ailleurs la question, quels sont les autres bienfaits des fruits et légumes? Parce qu'on parle souvent des vitamines, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, c'est un peu la question qu'on a envie de vous poser. Selon vous, quels sont les bienfaits des fruits et légumes, en dehors de l'apport en vitamines? Voilà, donc on vous laisse y répondre dans le chat et on va y répondre, nous, tranquillement. Voilà, dévoiler un petit peu la réponse. Alors, effectivement, ils apportent aussi du potassium. Et ça va être très, très intéressant pour respecter, en fait, l'équilibre acido-basique de notre corps. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que cet équilibre? C'est un équilibre qui consiste à équilibrer le pH dans notre corps. Et souvent, notre alimentation moderne apporte des produits trop acidifiants, remplis de sel notamment, qui vont être le lit se déséquilibre. Si c'est trop déséquilibré, ça va être le lit de maladies cardiovasculaires ou même d'ostéoporose. Et donc, c'est bien de rééquilibrer cette balance sodium-potassium par ces fruits et légumes qui vont apporter du potassium. On a la slide qui est à l'écran d'ailleurs, je crois. Et on a aussi des réactions dans le chat. Alors, Dan, peut-être, tu nous fais remonter un peu les Bonjour Géraldine, bonjour Eric. Eric, quand tu juste penses à ne pas toucher ton micro, ça fait beaucoup de bruit pour les spectateurs. Alors évidemment, il y a beaucoup de réponses, et notamment autour des fibres, qui sont très, très présentes dans les fruits et légumes, mais également l'eau. Des minéraux. Il y a une question intéressante aussi, bon évidemment peu calorique, bon pour la digestion, mais il y avait une question intéressante qui était est-ce que ces propriétés sont essentiellement sur les fruits et légumes de saison et moins quand ils ne sont pas de saison? Alors oui, c'est tout à fait, vous avez entièrement raison, il vaut mieux privilégier des fruits de saison qui vont être allés jusqu'à maturité et qui vont avoir développé tous ces polyphénols. C'est aussi l'intérêt des fruits bio, si on peut se le permettre. Ils ont été moins traités, donc ils ont eu un petit peu plus de difficultés à grandir, à se développer, et ils vont être aussi plus riches en polyphénol, et ils auront aussi bien sûr moins de pesticides. Et je rebondis sur les fibres, puisque merci de l'avoir souligné, c'est effectivement aussi un des grands intérêts de ces fruits et légumes, c'est d'apporter des fibres qui sont essentielles à notre santé digestive notamment, mais pas que. Notre cerveau aussi a besoin beaucoup de fibres. Pourquoi? Parce que ces fibres vont nourrir en fait correctement, vous savez, toutes ces cellules qu'on a dans notre intestin, qu'on appelle notre microbiote, qu'on appelle aussi notre deuxième cerveau, parce que ce microbiote communique en fait en permanence avec notre cerveau. Il est très utile, ce microbiote, sur plein d'aspects, sur l'immunité, sur la production de vitamines, d'acides gras essentiels, mais aussi de neurotransmetteurs. Et ce sont ces neurotransmetteurs, quand ils sont bien produits par le microbiote, qui vont vraiment jouer sur notre adaptation au stress et notamment sur notre perception de bien-être ou d'anxiété. Donc, plus il y aura de fibres, plus vous allez bien nourrir ce microbiote, et ça va avoir vraiment un impact très important sur le bien-être. Donc, voilà, vraiment beaucoup de fruits et de légumes au quotidien. Très bien. Alors, on vient de voir les fruits et légumes. Est-ce qu'il y a d'autres, je dirais, plantes, entre guillemets, en dehors des fruits et légumes, qui font partie de ce régime, justement? Oui. Alors, vous savez, dans le modèle méditerranéen crétois, il y a beaucoup d'herbes. Donc, évidemment, agrémenter son assiette de thym, de romarin, de menthe, de basilic,
de condiments, ail, oignons, mais aussi toutes les épices. On en a une belle palette derrière nous. Voilà, le cumin, le gingembre, le curcuma, la cannelle, etc. Eh bien, à chaque fois, vous apportez de la couleur et donc ces fameux polyphénols. Pour les épices, alors c'est intéressant d'avoir des cuissons douces, ça va amplifier l'effet des épices. Et aussi, comme je le disais, les polyphénols agissent en synergie, donc mélangez aussi les épices. Je vous donne un exemple, si vous cuisinez du curcuma avec du poivre, vous allez amplifier par 1000 les effets, donc c'est vraiment intéressant. Et quand on pense d'ailleurs au plat méditerranéen, le taboulé est plein d'herbes et les plats sont généralement bien relevés, bien épicés. Et c'est intéressant parce que ça nous évite de saler. Donc, on va donner du goût sans rajouter du sel qui, comme je le disais, va avoir un impact sur le cœur et nos artères. Donc, c'est intéressant de limiter un peu les apports en sel. Et je pense aussi à des plantes qui peuvent être très intéressantes. Alors, je vais en citer une parce qu'on pourrait en dire beaucoup, mais notamment, je pense à la sauge qui, pour les femmes en période de préménopause et ménopause, la sauge va vraiment avoir des effets très positifs, notamment sur les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Voilà, mais évidemment, il y a énormément de bénéfices à ces herbes, donc n'hésitez pas à les ajouter. Rentre aussi dans cette catégorie de végétaux, c'est vraiment aussi la base de la pyramide de ce régime méditerranéen crétois, ce sont toutes les légumineuses. Alors, quand on parle de légumineuses, on parle évidemment des lentilles. Alors on en a justement, je vais les montrer. Voilà, donc les lentilles à nouveau, voilà, de toutes les couleurs, des lentilles corail. Des lentilles brunes, des lentilles vertes, des lentilles noires. On parle évidemment des pois, donc tout ce qui est pois chiches, pois cassés, petits pois. On parle aussi des haricots. À nouveau, voilà, de toutes les couleurs, haricots blancs, haricots noirs, haricots rouges ou les fèves. Voilà, donc à chaque fois, à nouveau, vous apportez de la couleur dans l'assiette. Ces légumineuses, elles sont très intéressantes parce qu'elles apportent aussi des glucides complexes. Elles apportent aussi des micronutriments essentiels, du magnésium, du zinc, du calcium, du potassium, et puis évidemment à nouveau des fibres et des vitamines. Voilà, donc c'est vraiment aussi une de leurs bases dans leur alimentation. Hein, c'est au quotidien. Très bien. Ils apportent aussi des glucides complexes, des céréales complètes. Alors, les céréales, quand on parle de céréales complètes, on parle en fait de blé complet. Donc, ça veut dire du pain complet, des pâtes complètes. Du riz complet. Du riz complet, du quinoa, du sarrasin. Voilà, toutes ces céréales complètes sont aussi consommées au quotidien dans cette diète méditerranéenne crétoise. Donc, elles apportent, comme les légumineuses, des fibres, des micronutriments essentiels et aussi des glucides complets. Donc ça, c'est bien important de comprendre aussi que, à la différence des céréales raffinées, ces céréales complètes vont avoir vraiment un impact très intéressant sur notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang. En fait, elles vont faire varier raisonnablement cette glycémie, ce taux de sucre dans le sang, et vous allez rester en forme plus longtemps et éviter en fait ce qu'on appelle des yo-yo, des variations de glycémie trop importantes qui vraiment nous fatiguent. Donc c'est intéressant de miser sur ces céréales complètes, voilà, qui vont réguler la glycémie et qui vont nous maintenir en forme plus longtemps et qui, comme elles sont pas raffinées, apportent aussi bien sûr plus de micronutriments et de fibres. Rentre aussi dans cette base alimentaire, on en a aussi plein derrière nous, ce sont tous les fruits à coque. Donc les noix, les noisettes, les amandes sont consommées au quotidien. Une poignée par jour, c'est très intéressant. Ça va être source de vitamines, notamment la vitamine E, mais aussi de magnésium, de calcium. Et vraiment, tout ça, ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes très intéressantes. Et je voulais faire justement un petit zoom sur les graines. Donc, ils consomment aussi beaucoup de graines, et notamment les graines de lin. Alors, les graines de lin sont très intéressantes parce que elles apportent ce qu'on appelle des phytoœstrogènes, c'est-à-dire au moment de la ménopause, la préménopause et la ménopause, vous savez, quand démarre ce déclin œstrogénique, eh bien, ces graines de lin vont agir un peu comme un modulateur, vont compenser en fait ce déclin. Et donc, plus le déclin de ces œstrogènes est progressif, moins les symptômes se feront sentir. Donc voilà, toutes les femmes
en préménopause ou en ménopause, n'hésitez pas à consommer une cuillère à soupe de lin par jour. Alors, petite précision pour ces graines de lin, donc voilà, ça c'est celle que vous pouvez acheter, mais pour bien les assimiler, il faut les passer au mixeur, les broyer et en faire une petite poudre, comme ça, que vous gardez au frigidaire 15 jours, 3 semaines, et c'est comme ça qu'elles seront assimilées, parce que si on les mange comme ça, brutes, saupoudrées, elles ne seront pas assimilées par l'intestin. Donc voilà, ça n'a pas. La poudre, typiquement, on l'utilise. Voilà, on la met dans un yaourt, on la met sur une salade de fruits, on peut la mettre sur des salades, pas de problème. Et vous l'aurez compris, c'est vraiment cette base de végétaux, tous ces végétaux dans l'assiette. Hein, donc, ces légumineuses, ces céréales complètes, ces fruits, ces légumes, toutes ces épices et toutes ces fruits à coque qui vous apportent en fait un maximum de propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. Et quand Véronique Cailleul avait parlé lors du premier webinaire d'avoir une maladie anti-inflammatoire pour les femmes qui auraient de l'endométriose ou des syndromes prémenstruels, des problèmes de fertilité, etc. Eh bien, voilà, c'est ça qu'on appelle une assiette vraiment anti-inflammatoire. C'est presque un médicament. Ça va en tout cas être très utile, ça agit vraiment sur toutes les cellules de notre corps. On a des questions, je crois, Dan. Oui, il y a pas mal de questions sur notamment les conserves versus les surgelés. Est-ce que sur les conserves, par exemple, est-ce qu'il faut mieux privilégier les bocaux de verre ou les boîtes métalliques ? Alors, c'est une excellente question. En fait, déjà, par rapport aux surgelés versus les conserves, il vaut mieux privilégier les légumes surgelés. Alors, évidemment, les légumes le plus bruts possible, hein, pas forcément les poêlés dans lesquels on aurait pu rajouter des choses diverses et variées, mais les légumes surgelés, comme les fruits d'ailleurs, conservent mieux plus de vitamines que dans les produits en boîte ou en conserve. Et attention aussi, les produits en boîte et en conserve sont généralement assez salés. Je pense notamment au petit pois, vous savez, qui est dans une sauce un petit peu salée. Donc, plutôt privilégier les surgelés. Et ça permet aussi d'apporter de la variété. Quand en plein hiver, on n'a pas de myrtille, justement, une fois de temps en temps, pourquoi pas un petit bol de myrtille. Et puis, ça permet aussi d'avoir des légumes sous la main, parce que c'est pas toujours évident. On a toujours envie d'être un peu rapide, nous. Donc, Et conserver aussi dans des bocaux de verre, c'est quand même intéressant. Alors, conserver quand vous les avez cuits, bien sûr, cuire des légumes à la vapeur, et on peut les conserver, mais quelques jours, hein, pas non plus une semaine, mais c'est pas mal justement pour en avoir sous le coude, d'en préparer un peu à l'avance, quelques jours dans un bocal en verre fermé dans le frigidaire. Tupperware, voilà. Pour éviter qu'il s'oxyde. Exactement. Très bien. D'ailleurs, on avait une question. Enfin, il y a peut-être d'autres questions, je crois, Dan. Pardon. Oui, il y a beaucoup de questions. Je vais juste peut-être en isoler une sur un des légumes dont on n'a pas parlé, qui est la pomme de terre. Bien ou pas bien? La pomme de terre, qui n'est pas, qui est pas un légume, effectivement. C'est le gros piège. Qui fait plutôt partie donc des accompagnements, on va dire, comme on pourrait prendre du riz ou des pâtes. Et on peut prendre des tubercules comme une pomme de terre, tout à fait. Donc pour le coup, ça va pas être la moitié de l'assiette, hein, ça va plutôt être le quart. Voilà. Mais ça va. Les pommes de terre sont très intéressantes, pleines de vitamine C. Donc oui, tout à fait, de pommes de terre de temps en temps. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Dan? Oui, on y reviendra de toute façon. Ça concerne plutôt des choses que vous allez aborder par la suite. D'accord, très bien. Justement, pour finir cette partie sur les fruits et les légumes, on vous pose la question, est-ce que vous, au quotidien, dans votre assiette, vous mettez beaucoup de fruits et de légumes? Donc, on est curieux d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas à nous partager ça. On va aborder la deuxième partie. De cette première partie, la deuxième catégorie d'aliments. On a vu les fruits, les légumes, les plantes aromatiques. Alors, maintenant, on va regarder les produits laitiers. Oui, parce qu'il y a aussi dans cette diète méditerranéenne crétoise une forte consommation de produits laitiers, enfin, en tout cas, une consommation quotidienne. Alors, ce sont des produits laitiers généralement fermentés.
comme le yaourt ou des fromages type la feta. J'insiste sur ces produits fermentés qui sont très utiles parce qu'ils vont aussi bien nourrir notre fameux microbiote. Et c'est souvent des produits laitiers à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, finalement assez peu de lait de vache. Et c'est une consommation à la fois quotidienne, mais raisonnable. On parle de 2 à 3 portions par jour. Alors, une portion, ça veut dire quoi? Alors, une portion, c'est un yaourt, 100 grammes de fromage blanc ou 1/8 de camembert. Ça correspond à 30 grammes de fromage. Et voilà, si on peut dire, 1/8 de camembert. Ouais. Voilà, donc pour toutes celles qui, justement, n'ont pas d'intolérance au lactose ou qui n'ont pas de problème avec la protéine de lait, eh bien, cette consommation quotidienne et raisonnable, hein, on finit pas tout le plateau de fromage, est très intéressante parce qu'elle va apporter du calcium. Et le calcium, évidemment, est très utile pour construire, maintenir des os solides, mais il joue aussi un rôle clé dans le mouvement musculaire et notamment dans nos fonctions cardiovasculaires. Le calcium a aussi toute son utilité, notamment quand on a un syndrome prémenstruel fort, aussi en période de grossesse, bien entendu, pour renforcer les os du bébé. Et puis aussi, évidemment, il protège de l'ostéoporose. Il faut savoir quand même en France que au-delà de 65 ans, 40% des femmes souffrent d'ostéoporose. Vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est que l'ostéoporose? Alors voilà, l'ostéoporose, c'est cette fragilisation des os qui arrive après la ménopause. On a un déclin osseux et qui va entraîner en fait un plus grand risque de fracture. Donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on constitue son capital osseux au moment de l'adolescence et jeune adulte. Donc, si vous avez des ados à la maison, n'hésitez pas à les faire consommer des produits laitiers régulièrement. C'est à ce moment-là qu'on va se constituer ce capital osseux. Alors, évidemment, on ne trouve pas du calcium que dans les produits laitiers, heureusement, hein, pour tous ceux qui ont justement des intolérances au lactose, ou je pense aussi aux jeunes filles qui pourraient avoir beaucoup d'acné, produits laitiers et acné, ne font pas forcément bon ménage. Mais on peut trouver du calcium dans d'autres produits, notamment dans les brocolis, dans les amandes, les noisettes, dans les arêtes de sardines, dans les légumineuses, dans le tofu. Donc voilà, il y a d'autres produits dans lesquels on va trouver du calcium. Et je crois qu'il y a une slide qui s'affiche pour vous montrer un petit peu la variété de produits dans lesquels on peut trouver du calcium. Il y a des os aussi qui peuvent être très riches en calcium. Oui, et je reviens sur les produits laitiers. Les produits laitiers, bien sûr, je le redis, on parle de produits laitiers nature, des yaourts nature. On ne va pas prendre des desserts lactés, hein, qui eux peuvent être évidemment ultra transformés et un peu trop sucrés. Et puis, on retrouve dans ces produits de la vitamine D, donc dans les produits laitiers, dans les œufs, dans les sardines aussi. Et cette vitamine D, elle est très intéressante parce qu'elle favorise l'absorption du calcium et donc elle va rendre aussi les os plus solides. Voilà, donc c'est vrai qu'on la trouve pas beaucoup dans l'alimentation. Elle est surtout synthétisée grâce au soleil. Mais voilà, n'hésitez pas aussi peut-être à avoir une complémentation en vitamine D. Ça peut être utile. Alors, on a vu donc toute cette partie produits laitiers. Il y a aussi un élément essentiel de ce régime crétois, ce sont les huiles. Oui. Alors évidemment, vous le savez tous, j'imagine qu'en Méditerranée, ils cuisinent beaucoup à l'huile d'olive. C'est ça. Alors ils utilisent une huile d'olive de bonne qualité, une huile d'olive de première pression à froid, qui est très intéressante parce qu'elle va conserver justement toutes ces propriétés antioxydantes qui ont été très très bien étudiées, très protecteurs de nos cellules, et qui ont vraiment prouvé leur efficacité dans la prévention notamment des maladies cardiovasculaires. L'huile d'olive est une huile qui est bien équilibrée en fait, qui n'apporte pas trop de graisses saturées, pas trop non plus d'oméga 6, qui sont des acides gras qui, en trop grande quantité, sont plutôt pro-inflammatoires et qu'on retrouve en grande quantité dans certaines huiles, notamment dans l'huile de tournesol, dans l'huile de pépins de raisin. Donc voilà, c'est vraiment une huile qui est bien équilibrée. Donc ça me ferait plaisir de savoir avec quelles huiles vous cuisinez, qu'est-ce que vous avez dans vos placards.
Et quand on parle d'huile, il y a aussi toutes les huiles qui sont liées aux oméga 3, qui sont aussi sources d'oméga 3, les fameuses oméga 3 dont on parle si souvent. Exactement. Alors, les oméga 3, tu as raison, Eric, sont des acides gras très, très utiles pour notre santé, des acides gras anti-inflammatoires très intéressants. Alors, il faut savoir que dans le modèle méditerranéen crétois, les oméga 3 sont apportés par des produits bien particuliers, notamment ils ont une salade qui s'appelle le pourpier, qui est très riche en oméga 3. En Crète, ils ont des tout petits escargots qui consomment très régulièrement, très riches en oméga 3 aussi. Ouais. Alors nous, on n'a pas ça en France. Donc pour apporter des oméga 3, on peut privilégier au quotidien l'huile de colza. Voilà, l'huile de colza, c'est une huile vraiment très très intéressante qui a un très bon justement ratio oméga 6 sur oméga 3, qui est aussi très riche en vitamine E. Cette vitamine E, donc comme je disais, qui est antioxydante et qui va protéger nos oméga 3 qui sont très fragiles. Et donc cette huile de colza, elle peut s'utiliser au quotidien pour des cuissons douces jusqu'à 180 degrés sans problème, mais aussi en vinaigrette tous les jours, et ça va vraiment être un très bon apport d'oméga 3. Voilà, je privilégie plutôt cette huile-là par rapport à d'autres huiles qui peuvent être aussi très riches en oméga 3, comme l'huile de lin, par exemple, ou l'huile de cameline, mais qui sont des huiles beaucoup plus fragiles, qui s'oxydent, donc il ne faut pas les chauffer, il faut les utiliser que en vinaigrette et les mettre dans le frigidaire, sinon elles vont s'oxyder. Je crois qu'on a des réactions dans le chat, il me semble. Oui, alors on a toutes les huiles. on a évidemment l'huile d'olive, l'huile de colza, le tournesol, l'huile de lin, de noix, de noisettes, huile de coco. Je crois qu'on a affaire à des grands fans d'huile. Alors, c'est tant mieux, mais alors je vous invite quand même à mettre dans votre placard l'huile de colza. Hein, ça, c'est vraiment très, très intéressant et ça va être très utile pour apporter ces oméga 3 anti-inflammatoires et à limiter les huiles trop riches en oméga 6, comme donc l'huile de tournesol, ou trop riches en graisses saturées, comme l'huile de coco, qui est à utiliser avec parcimonie. Pas au quotidien, en tout cas. Très bien. Alors tout ça nous amène à la deuxième partie, au deuxième étage entre guillemets de la pyramide qui apparaît maintenant à l'écran, vous voyez donc. Alors je sais qu'il y a des questions, on va peut-être… il y a des questions qui viennent d'apparaître. On va peut-être prendre juste les questions avant d'attaquer la deuxième partie. Dan ? Alors il y a une question sur les huiles, lesquelles se conservent au frigo ? Alors, celle qui se concerne au frigo, donc on en a parlé, c'est plutôt l'huile de lin et l'huile de cameline. En fait, pourquoi ? Parce qu'elles sont très riches en oméga 3. Ces oméga 3 deviennent rances assez rapidement. Et en fait, dans l'huile de colza, il y a de la vitamine E, qui est une vitamine antioxydante qui va protéger nos oméga 3 de l'oxydation, ce qui n'est pas le cas dans les autres huiles qui vont donc plus facilement s'oxyder et devenir rances. Donc, gardez bien le lin et l'huile de cameline au frigidaire. L'huile de noix aussi, c'est mieux. Et surtout, lin et cameline, et comme l'huile de noix, en vinaigrette, pas à chauffer. Oui. Ok, on peut peut-être prendre encore une autre petite question avant de basculer, une question d'Hubert sur un peu général. Que devons-nous manger au petit déjeuner pour bien commencer la journée, le midi et le soir aussi, et comment éviter les petites fringales, et sinon quoi manger? Très vaste. Alors, merci Hubert pour la transition, on va en parler, c'est le sujet de notre deuxième partie. Alors, deuxième partie alimentaire, vous le voyez peut-être à l'écran sur cette slide, on va détailler ce qu'on peut manger finalement de temps en temps dans la semaine. Voilà, exactement. Donc, on l'a vu, hein, la base, les 3 premiers étages, si je puis dire, de la pyramide, c'est vraiment des végétaux, tous les jours au quotidien dans l'assiette. Et cette deuxième partie, deuxième pyramide, concerne plutôt les produits finalement d'origine animale qui vont nous apporter des protéines. Et ça, les protéines, elles sont évidemment essentielles pour fabriquer de nouvelles cellules, pour réparer les cellules endommagées. Aussi, ces protéines participent à l'élaboration de certaines hormones, notamment les hormones thyroïdiennes, et aussi des enzymes digestives notamment. Donc voilà, les protéines sont vraiment indispensables. Dans le modèle méditerranéen crétois, on privilégie surtout pour la viande, de la viande blanche, c'est-à-dire de la volaille, du poulet, de la dinde de temps en temps.
Là, j'ai une question, je me permets de t'interrompre. Parce qu'il y a tout ce discours autour de la viande rouge par rapport à la viande blanche, comme quoi la viande rouge est moins intéressante d'un point de vue nutritionnel que la viande blanche. Alors voilà, la viande rouge est plus grasse, elle va apporter plus de graisse saturée, donc il vaut mieux privilégier effectivement la volaille. On va reparler de la viande rouge un peu plus tard. Donc voilà, une consommation plutôt de poulet, de dinde. Ils apportent aussi bien sûr des œufs, enfin ils prennent aussi des œufs, ils consomment des œufs qui sont excellente source de protéines, les œufs. Et je voulais faire un petit focus quand on parle des œufs. Sur une filière qui, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est la filière bleu blanc cœur avec, vous voyez ce petit logo sans doute à l'écran, le petit logo bleu blanc cœur. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette filière de nutrition animale. C'est une filière dans laquelle les animaux sont nourris avec les graines de lin, toujours nos fameuses graines de lin. Qui, en plus d'apporter des phytoœstrogènes, sont aussi très riches en oméga 3. Et en fait, la poule, quand elle picore ces graines de lin, eh bien, elle va transformer l'acide gras oméga 3 végétal en un acide gras animal que nous, on va récupérer en fait dans ce jaune d'œuf. Donc, c'est vraiment très intéressant, si vous consommez des œufs, d'aller vers cette filière bleu blanc cœur ou parfois, il y a des boîtes d'œufs où il y a marqué œufs oméga 3. En tout cas, de privilégier ces œufs qui vont être un très bon apport aussi d'oméga 3 et qui, comme je vous le disais, sont très, très intéressants, notamment sur notre cerveau. Alors, les œufs, c'est aussi très riche en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en choline, qui va avoir son intérêt au moment de la grossesse, en sélénium, mais aussi en iode. Alors, l'iode, indispensable pour notre fonction thyroïdienne et puis aussi pour les femmes enceintes. On a des besoins en iode qui augmentent au moment de la grossesse. Donc voilà, les œufs, vraiment, on peut en consommer très, très régulièrement sans problème et c'est une très bonne source de protéines. Très bien. Alors, il y a aussi les produits de la mer, parce qu'on l'a vu dans cet étage de la pyramide, on voit qu'il y a les poissons et les crustacés. Alors oui, puis en plus, ils sont quand même au bord de la Méditerranée. Bah oui, alors voilà, heureusement ils consomment des produits de la mer, donc des fruits de mer, ça c'est vrai, et aussi des petits poissons, notamment des petits poissons gras comme la sardine, le maquereau. Oui, effectivement, on a une petite boîte de sardines qui est là aussi. Donc des anchois, des calamars, et tous ces petits poissons gras sont aussi très très intéressants parce que ils sont évidemment source de protéines de très bonne qualité, mais aussi, à nouveau, d'oméga 3, très, très riche en oméga 3, en vitamine D, en sélénium, en zinc, en vitamine B, donc notamment de la vitamine B12. Donc voilà, vraiment, ils sont très, très intéressants, tous ces petits poissons gras, et puis, aussi pour les pardon. Non, je pensais aussi au fait qu'ils sont au début de la chaîne alimentaire. Exactement. Donc, ils sont peu concentrés en métaux lourds et enfin toutes les choses et en plastique qu'on pourrait retrouver un peu trop dans les grands poissons. Dans les gros poissons qui sont en fin de chaîne. Donc, c'est aussi intéressant. C'est très intéressant, ces petits poissons. Et vraiment du bon gras. Alors, tu nous as parlé justement d'oméga 3 tout à l'heure. Alors, il y a d'autres sources. Alors, en tout cas, quelles sont les différentes sources? Parce que tu parles beaucoup d'oméga 3, on sent que c'est quand même un peu la star de l'atelier. Mais alors, on peut peut-être refaire un petit balayage. Un petit point sur les oméga 3, oui. Effectivement, je le redis, ces acides gras sont vraiment essentiels à notre santé, anti-inflammatoires. Et voilà, pour récapituler les sources où on va les trouver, il y a d'abord l'huile de colza, comme je vous disais. Il y a une slide qui apparaît. Ah, super. Donc, il y a l'huile de colza, vraiment à consommer au quotidien, dans des vinaigrettes, pour des cuissons douces, vraiment sans problème. Il y a les noix, alors vraiment la noix de Grenoble, celle que vous voyez qu'on casse pour la consommer. Elle est elle aussi riche en oméga 3, donc une petite poignée par jour sans problème. Les œufs, comme je vous le disais, vraiment essayez de trouver dans vos magasins ce petit logo bleu blanc cœur ou en tout cas au moins un packaging avec marqué œufs oméga 3. Vous allez vraiment à ce moment-là avaler, consommer des oméga 3 très, très intéressants. Et puis, ces petits poissons gras dont on a parlé, au moins une fois par semaine, pareil à mettre dans notre assiette parce que ils sont aussi très riches en oméga 3 et c'est vraiment
des grandes propriétés anti-inflammatoires. Très bien. Alors, on a vu donc les poissons, la viande, les œufs comme source de protéines, mais il y a également d'autres sources de protéines. Oui, non Eric, tu as bien raison. Et je pense que d'ailleurs, toutes les végétariennes parmi celles qui nous écoutent le savent. Les légumineuses sont évidemment aussi des sources de protéines. Alors, juste un petit rappel sur ces légumineuses. Pour avoir un vrai plat végétarien complet, ce qui est intéressant, c'est d'apporter des légumineuses et une céréale, pour avoir en fait tous les acides aminés, toutes ces petites briques qui nous permettent de fabriquer nos protéines. Et d'ailleurs, quand on pense au couscous méditerranéen, eh bien, il y a de la semoule et des pois chiches. En Inde, on va avoir des lentilles corales et du riz dans le dal. On va avoir des petits pois et du riz dans le riz cantonais. En Amérique du Sud, on a le mélange maïs-haricots rouges. Voilà, à chaque fois, on a la combinaison en fait d'une céréale et d'une légumineuse. Et c'est ça qu'on appelle un plat végétarien complet. Alors, si vous ne l'avez pas dans le même repas, c'est pas grave, mais au moins dans la journée, voilà, essayez d'avoir les deux pour avoir un maximum d'acides aminés et donc de protéines. N'oublions pas non plus que ces produits sont riches en fer, source de fer, et ça c'est très important parce que les femmes sont souvent sujettes à une carence en fer, donc il ne faut pas oublier d'en consommer. Le fer participe à la production de nos globules rouges, de notre énergie, et donc le fer, notamment des produits animaux, est quand même un peu mieux assimilé que celui des produits type légumineuses ou produits laitiers ou fruits secs. Donc n'hésitez pas, quand vous en consommez, à consommer aussi de la vitamine C qui va permettre de mieux absorber ce fer. Et puis si vous sentez vraiment peut-être fatigué, essoufflé, les cheveux qui tombent plus que d'habitude, ça peut être aussi intéressant de doser son fer, parce que voilà, les femmes, notamment celles qui ont des grosses, des règles abondantes, peuvent perdre beaucoup de fer, et à ce moment-là, une supplémentation en fer peut être intéressante. Donc, moi, il faut peut-être que j'aille me faire tester parce que j'ai plus beaucoup de cheveux. Alors, trêve de plaisanterie, on n'oublie pas Hubert et sa question quand même. Quoi manger au petit déjeuner? On va peut-être y venir parce que si tu parles de protéines, c'est aussi le bon moment, je crois. Exactement. Et là, c'est vraiment l'importance de la chronobiologie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la chronobiologie, mais en fait, en 2017, le prix Nobel de médecine a été remis à 3 chercheurs américains qui ont montré les liens entre chronobiologie et santé. Donc, la chronobiologie, c'est vraiment l'étude de nos rythmes et de nos fonctions dans notre organisme, toutes nos fonctions sont régulées en fait par une horloge interne qui est nichée au cœur du cerveau, et qui impose à notre corps un rythme de 24 heures. Et donc, on va synthétiser certains neurotransmetteurs, certaines vitamines, la régulation de la température, etc., à certains moments bien précis de la journée. Et donc, l'alimentation peut justement contribuer à se mettre en synchronisation avec nos rythmes biologiques, ou au contraire à complètement les perturber. Et en fait, généralement, dans notre alimentation moderne, on mange assez de protéines, mais pas toujours au bon moment. Et je prends l'exemple d'un grand neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est vraiment le starter du matin, celui qui nous donne l'envie, l'énergie d'aller au bout de nos projets, qui nous permet aussi d'avoir de l'attention, de la mémorisation, de la concentration. Et cette dopamine, elle est synthétisée le matin par notre cerveau. Et pour être bien synthétisé, le cerveau a besoin de protéines. Donc, apporter des protéines à son petit déjeuner va vraiment avoir son intérêt. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de vos habitudes, mais voilà, je vous invite en tout cas à mettre à votre petit déjeuner peut-être justement un œuf bleu blanc cœur ou une poignée d'amandes, du fromage, un yaourt. Voilà, en tout cas, un apport protéiné le matin va vraiment avoir son intérêt pour gagner en énergie. Et à contrario, en revanche, le soir, le cerveau va synthétiser un autre neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, donc qui est vraiment le neurotransmetteur du calme, du bien-être, de la détente, et qui est aussi le précurseur de la mélatonine. Alors, tu sais, la mélatonine, c'est l'hormone qui nous permet vraiment de nous endormir. Bien, pour bien synthétiser cette sérotonine,
le cerveau a besoin au contraire de pas trop de protéines. Donc le soir, on va plutôt miser sur un dîner à tendance végétarienne. En tout cas, pas une grosse quantité de viande le soir, qui va plutôt, vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà fait l'expérience, qui va plutôt nous empêcher de nous endormir. Donc voilà, misez plutôt sur les protéines le matin. Au déjeuner, très important aussi, deuxième moment pour consommer des protéines. Et d'ailleurs, je tiens à signaler pour toutes les personnes au-delà de 50 ans, c'est vraiment un moment à ne pas rater de manger des protéines. Au-delà de 50 ans, nos besoins en protéines augmentent un peu. Et au déjeuner, c'est une bonne fenêtre pour assimiler les protéines. Les femmes, on est parfois un peu pressées, tac, on se fait vite une petite salade et puis on oublie de mettre des dés de poulet, un œuf, des sardines. Voilà, donc ne pas oublier quand même d'apporter ces protéines au déjeuner. Et vraiment, quand on se met dans ce dynamisme, je dirais en tout cas cette roue chronobiologique avec des protéines le matin, on va gagner en dynamisme le matin et on va gagner en sérénité le soir. Et pour toutes celles qui auraient des troubles de l'humeur, je pense notamment au moment de la ménopause aussi, eh bien c'est vraiment intéressant de se mettre dans ce rythme alimentaire, que ça va vraiment avoir un impact très, très fort. Il y a des questions, je crois, dans le chat. Dan ? Il y a des questions, mais on revient un petit peu toujours sur les mêmes questions autour de la manière de consommer certains produits comme des haricots, des pois chiches en boîte de conserve. Est-ce qu'ils ont les mêmes propriétés que les légumineuses sèches mises à tremper avant cuisson? Bonne question. Bonne question. Alors, je dirais l'intérêt, c'est quand même d'en manger, d'en mettre dans son assiette parce que je ne sais pas quelles ont été les réactions dans le chat, mais je ne sais pas si vous en consommez beaucoup. Et l'idée, c'est d'en mettre dans des assiettes. Donc, si c'est plus pratique pour vous de les prendre en conserve boîte, et en boîte en verre notamment, voilà, n'hésitez pas parce que les légumineuses, c'est un peu fastidieux. C'est vrai que certaines, il faut les mettre toute la nuit à tremper, puis les cuire le lendemain pour que la cuisson soit plus rapide. Par exemple, pour les pois chiches, c'est très long à cuire. Donc, c'est intéressant de les prendre. Une boîte de pois chiches comme celle-là en verre convient bien. Vous les rincez bien avant de les consommer. Et c'est très bien et ça permet d'avoir une consommation plus facile de légumineuses puisque, comme on l'a décrit dans cette diète méditerranéenne crétoise, c'est quand même une des bases de cette pyramide et c'est quasiment tous les jours. Voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est d'y aller progressivement aussi parce que ça peut créer aussi, quand on n'a pas l'habitude, des inconforts digestifs, ces légumineuses. Donc, allez-y progressivement, pas tout révolutionner d'un coup. Sûr. Voilà, pour des intestins un peu plus fragiles. Voilà. Il y avait également une question intéressante de Mélodie sur la chronobiologie. Avez-vous un livre à nous conseiller pour découvrir la chronobiologie? Il y en a. Alors, il y en a. Il faudrait que je réfléchisse. Oui, on pourrait vous le mettre faire dans le chat. Oui, dans le chat, on va. Je vais réfléchir. Oui, si ça te vient d'ici la fin de l'atelier. D'accord. Ouais. Alors, à moins qu'il y ait une autre question, Dan, on va enchaîner avec la dernière partie. Bon, alors, je vais rajouter une question qui m'intéresse. Quid des algues? Est-ce que les algues font partie de, probablement pas de la diète crétoise, mais… Voilà, alors effectivement, je n'en parle pas parce que ça fait moins partie de la diète méditerranéenne crétoise, mais ça a tout à fait son intérêt. Les algues, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on le voit bien dans un autre modèle alimentaire qui est aussi un modèle de référence santé, qui est le modèle d'Okinawa. Je ne sais pas si, si ça vous parle, qui est plutôt basé sur cette île japonaise dans laquelle il y a toute des études aussi qui ont montré que les gens vivent plus longtemps et en très bonne santé. C'est un des deuxièmes grands modèles de santé de référence, un peu moins facile à mettre en place pour nous parce que c'est moins nos aliments quotidiens comme le tofu, les algues, etc. Mais les algues sont excellentes pour la santé, effectivement. Elles se trouvent maintenant aussi assez facilement. Oui, de plus en et plus, on peut saupoudrer la salade avec des algues. C'est une manière. Et il y a un tartare d'algues qui est super bon. Plein d'iode. Non, très intéressant. Ouais. Très bien. Alors, dernière partie, le haut de la pyramide, je crois qu'il apparaît à l'écran. Donc, vous l'aurez compris, c'est ce que l'on doit, manger de manière limitée. Mais alors, ça veut dire limité, de temps en temps, on peut se faire plaisir. Voilà, on peut quand même. Alors, déjà, j'espère que l'assiette qu'on a décrite
vous fait plaisir. C'est quand même une assiette coloriée, épicée, variée, qui devrait normalement aiguiser les papilles, j'espère. Mais effectivement, dans ce régime méditerranéen, crétois, on limite en fait tout ce qui est produit sucré. Donc, ça va être pas de sucre ajouté, pas trop de sucre ajouté. D'ailleurs, s'ils en ajoutent, c'est plutôt du miel. Évidemment, pas de boissons sucrées type soda. C'est aussi une diète qui invite à cuisiner et donc à partir d'éléments bruts et de consommer assez peu de plats cuisinés tout faits. Vous savez, ces produits ultra transformés qui vont souvent avoir trop de sel, trop de sucre, trop de graisse saturée. Donc, vous savez, c'est quand vous voyez et quand vous achetez des produits, une très longue liste des ingrédients avec notamment plein de petits E à la fin, tous ces petits additifs. Voilà, on va essayer de limiter ces produits. Ces produits, en fait, sont généralement trop sucrés et vont justement jouer sur notre fameuse glycémie et donc vont entraîner plutôt ces coups de fatigue parce qu'ils sont pas très riches en micronutriments. Ils vont être aussi assez salés, donc on a dit on va essayer de limiter quand même le sel. Et donc la viande rouge dont tu parlais justement en fait partie. C'est vrai que dans cette diète méditerranéenne crétoise, finalement, il limite à une fois de temps en temps, une fois par mois de la viande, c'est assez léger. La charcuterie aussi, c'est une fois de temps en temps. On limite à 150 grammes par semaine. Et puis, on va plutôt privilégier du jambon blanc que de la charcuterie très, très, très grasse finalement. Et voilà, donc on réduit un peu cette partie-là. Quand tu dis qu'il faut limiter, je revenais sur les aliments ultra transformés. Concrètement, quand on va faire ses courses, limiter, c'est par rapport à un caddie, par exemple. Alors, on va limiter à 15%. Voilà, 15% de son caddie, ça c'est un bon repère. Quand on regarde ce qu'on a dans son caddie, on met en priorité des produits bruts si possible ou un peu transformés, mais pas, on limite à 15% les produits ultra transformés. Et en fait, ce régime finalement peu sucré va vraiment avoir un effet protecteur, notamment contre le diabète de type 2. Et puis aussi, c'est ce qui fait que c'est une alimentation pas trop inflammatoire, parce que cette alimentation moderne, si je puis dire, tous ces produits ultra transformés, génèrent plutôt de l'inflammation, malheureusement, avec tous ces additifs et ces excès. On le rappelle, l'inflammation, c'est le lit des maladies. Voilà. Donc, c'est quand même très, très important. Et donc, si on veut privilégier une alimentation anti-inflammatoire, donc pour toutes les femmes qui ont besoin de ça pour limiter l'endométriose, les syndromes prémenstruels, les syndromes des ovaires polykystiques, enfin tout ce dont avait parlé le docteur Véronique Caillol, c'est intéressant d'aller vers ces produits le plus anti-inflammatoire. Voilà, brut possible. Brut, c'est vrai. Tout ce qu'en fait, il y avait ce fameux cette idée que tout ce qu'une grand-mère ne pourrait pas reconnaître comme aliment, il faut s'en méfier un petit peu. En disant, si vous avez quelque chose dans votre assiette et que votre grand-mère ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble, en tout cas, si elle ne comprend pas la liste des ingrédients, voilà, il faut s'en méfier. Là, il faut s'en méfier. On a le temps de… Alors, il y a peut-être une question… Dan, je ne sais pas, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être faire un petit focus sur l'alcool, peut-être, parce que l'alcool, le vin fait partie de notre culture ici en France. Oui, et de la diète méditerranéenne. Et de la diète aussi. Oui, ça fait complètement partie de cette diète méditerranéenne crétoise qui autorise un petit verre de vin par jour parce que on a eu chaud. Il y a beaucoup de polyphénol dans le vin rouge. Voilà. Alors moi, je ne vais pas du tout faire l'apologie. Je vais surtout vous inviter à boire de l'eau parce que c'est vraiment ça qui est essentiel. Et souvent, on est déshydraté. C'est sûr. Voilà. Quelle que soit la tranche d'âge, finalement, on ne boit pas assez parce qu'il faut quand même boire 1,5 litre d'eau par jour. Voilà, ça dépend du poids, c'est le minimum. C'est beaucoup, voilà. Mais on n'y arrive pas toujours. C'est quand même l'eau qui réhydrate le plus notre corps. Donc, n'hésitez pas à avoir une bouteille d'eau avec vous, une gourde en permanence avec vous pour boire tout au long de la journée. C'est ça aussi qui nous remet en forme. Dès qu'on a un petit coup de pompe, là, si vous n'en pouvez plus, là, ça fait trop longtemps que je parle, buvez un petit verre d'eau, vous allez voir. Je veux boire d'ailleurs.
repartir. Votre cerveau va repartir. Non, mais c'est vraiment, vraiment très, très important. Ce manque d'eau, ça va avoir des conséquences sur notre fatigue, sur notre humeur, sur nos capacités cognitives. Donc, voilà, n'hésitez pas à boire. C'est évidemment très utile aussi quand on a de la constipation. Je pense aux femmes enceintes, voilà, qui peuvent avoir des problèmes comme ça. Pour la rétention d'eau, là, bon, il ne fait pas encore très chaud, mais quand il va faire chaud, voilà, il faut augmenter en plus sa consommation d'eau. On peut bien sûr aussi boire un peu de thé, de café de manière raisonnable, et puis plein de tisanes. À chaque fois, à nouveau, vous allez apporter de la couleur, donc des polyphénols, et donc ça va être aussi très très intéressant. Hein. Le thé vert a des grandes propriétés aussi antioxydantes, très très intéressantes. Et puis voilà, bien sûr. Dans cette diète méditerranéenne crétoise, il y a un verre de vin qui est autorisé parce que il est pris dans ce repas dans lequel il y a énormément de végétaux et c'est ça qui va limiter l'impact de l'alcool. Mais moi, je préfère vous dire de boire de l'eau. Évidemment, il y a plein de cas dans lesquels on évite l'alcool, notamment les femmes enceintes, évidemment, mais quand on a aussi des syndromes prémenstruels forts, on va limiter parce que l'alcool altère la fonction ovarienne. Et puis après la ménopause aussi. Et puis l'alcool acidifie aussi le terrain. Voilà, donc on revient à cette idée de terrain, de pH acide, qui est le lit de la maladie, qui est le lit de l'inflammation. Voilà, donc buvez de l'eau. Donc voilà, buvez de l'eau et vous pouvez là pour le coup en abuser. Alors on arrive à la conclusion de cet atelier, puisque le temps passe. Alors on va aussi prendre peut-être des questions, Dan. Il y a des questions sur l'eau notamment. Quel problème lié aux eaux en bouteille, plastique? Est-ce que vous aviez prévu de parler de ça ou pas? Oui, enfin. En tout cas, moi, je dis toujours de privilégier l'eau du robinet, qui est finalement voilà, une eau qui est bien contrôlée, facile. Il y a des eaux en bouteille qui peuvent être très intéressantes pour apporter, comme je le disais, parfois du calcium ou du magnésium. Voilà, certaines eaux peuvent avoir leur intérêt dans des situations un peu particulières. Mais sinon, voilà, l'eau du robinet est très bien. Oui. Voilà. Alors, il y a deux choses peut-être. L'eau, il y a eu des études très récentes qui montrent que l'eau en bouteille, quand même, contient des microparticules de plastique. Or, le foie fixe a quand même assez mal le plastique, hein, je le rappelle. Donc, voilà, au passage, l'eau du robinet est quand même, comme tu dis, contrôlée. Donc, elle est quand même très intéressante. Mais il y a aussi... il faut regarder la carte de France des nitrates et des pesticides. Donc, je vous invite à regarder ces cartes sur Internet et en fonction de la région où vous vous trouvez, peut-être envisager un filtre. Voilà, alors peut-être, mais voilà, en tout cas, restez généralement sur l'eau du robinet qui est quand même très… Qui, on le rappelle, est une eau qui est souterraine, donc elle est chargée en minéraux, justement. En minéraux. Oui, tout à fait. On récupère plein de calcium, etc. dans notre eau du robinet. Oui, tout à fait. Voilà, je crois que ça répond à votre question, mais c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un atelier à part entière. Oui, l'eau, c'est un vrai sujet. Oui, vaste sujet. Vaste sujet, mais voilà, essentiel en tout cas. C'est sûr. Alors, juste avant, peut-être une dernière petite chose qui est plébiscitée par tout le monde, c'est une question autour du chocolat. Ah, bah alors le chocolat. Alors là, vous savez à qui vous parlez. Une grande fan de chocolat. Alors, je vais surtout pas critiquer le chocolat. Calme-toi, Géraldine. Le chocolat plein de polyphénol, à condition, et c'est vraiment ça la condition pour le chocolat, de prendre un chocolat à au moins 75%. D'aller vers des produits pas trop sucrés, évidemment. Et alors, on a de la chance parce que maintenant, c'est bien écrit sur toutes les tablettes. Mais voilà, aller vers des chocolats noirs, le plus noir possible, 75, 80, 85%. Et vous allez bénéficier de aussi tous les polyphénols du chocolat, de magnésium, source de magnésium aussi. Donc, c'est vrai qu'on a parlé du petit déjeuner protéiné, du dîner plus végétarien, mais un petit encas, hein, si on a besoin au goûter d'un petit encas parce qu'on a un peu faim. Voilà, quelques poignées d'amandes, de noisettes et puis un petit carré de chocolat noir. Petit goûter idéal. Donc voilà, on a le droit de se faire plaisir. On vous a préparé une petite assiette pour la conclusion, pour vous montrer à quoi pourrait ressembler justement. Alors bon, voilà, on a essayé de faire, on a fait ça un peu vite fait, hein, comme ça, mais ça vous montre un peu. Alors bon, on peut peut-être commenter. Commenter, voilà, une assiette en tout cas d'aliments bruts, d'aliments naturels, une assiette végétale complète, variée,
coloré, c'est vraiment ça qui va vous apporter les micronutriments essentiels. Et quand je dis essentiels, c'est en fait que notre corps ne s'est pas fabriqué, donc il faut qu'il soit apporté par l'alimentation. Hein. Tous les minéraux comme le sodium, le potassium, le magnésium, toutes les vitamines dont on a parlé, les vitamines du groupe B, etc. Et puis tous les polyphénols, tous les acides gras essentiels. Voilà, tout ça, ça fait partie de cette assiette vraiment la plus végétale, la plus complète possible, la plus variée, la plus colorée. Et ça va vraiment être une assiette à haute densité micronutritionnelle. Donc voilà, dès le matin, n'hésitez pas au petit déjeuner à apporter de la couleur dans l'assiette et puis à y mettre aussi des protéines. Au déjeuner, à nouveau, la moitié de légumes dans l'assiette, un quart de protéines et un quart justement de céréales complètes, mais à nouveau beaucoup de couleurs. Et le soir au dîner, donc comme on disait, un dîner le plus végétarien possible, donc vraiment farandole de légumes, un maximum de légumes dans l'assiette. Et à nouveau un peu de céréales, un peu de légumineuses. N'oubliez pas les fruits et ça c'est très important aussi. Et puis essayez de respecter bien cette chronobiologie dont on a parlé. Et là vous devriez vraiment gagner déjà en dynamisme le matin, en sérénité le soir et apporter toutes ces propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes très intéressantes. Merci Géraldine, parce que ça a été tu nous as donné beaucoup d'informations. On n'a peut-être pas tout retenu, mais chacun retiendra un peu ce qui lui convient mieux. En tout cas, vous pouvez retrouver donc ce webinaire en replay qui vous sera mis à disposition. Et puis j'en profite pour annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le 5 juillet prochain, sur la gestion du temps, comment éviter la course et mieux gérer, être mieux dans sa tête par rapport à cette course du temps, cette accélération dans laquelle on se trouve aujourd'hui dans notre société. Ce sera donc le 5 juillet prochain à 12h30. Merci pour votre écoute. Merci à Harmonie Mutuelle, à toute l'équipe de votre accueil. Et on vous redonne donc la parole. Et voilà. Merci à toi, Géraldine. Merci, au revoir. Merci, Dan. Merci, Géraldine. Merci, Eric. Bravo pour le timing. Au revoir. Et puis, vous pouvez retrouver effectivement pas mal de choses dans l'apps, hein, je le redis, en bas à droite de votre écran, et il y a pas mal d'éléments qui ont été rajoutés. Et vous inscrire sur les prochains événements. Vous avez soit le site Harmonie Prévention, soit le lien tout en haut du chat. Merci beaucoup, très bonne journée, très bon week-end. Au revoir.